pourquoi il y a plus de youtubeurs dits queer ou LGBTQ+, aux États-Unis, par exemple sur YouTube aux États-Unis, qu'en France. J'aime les filles, voilà. Peut-être il y en a qui vont être étonnés, je sais pas. Le fait qu'il y en ait, bah, ça en attire d'autres. Les autres se disent ok, c'est normal d'être comme ça, donc moi aussi je peux l'être. Enfin, je pense que tout le monde le sait, c'est juste que évidemment après que je filme cette vidéo, je dois quand même appeler mes grands-parents pour leur confirmer. Mais là c'est mon coming out, à vous. Avant de rentrer pleinement dans cette vidéo, je me dois de faire quelques précisions qui me semblent importantes. J'ai voulu traiter du sujet du coming out des influenceurs, car nous entrons en plein mois de juin, qui s'avère être le mois des fiertés. Or, je trouve que si la question de la représentation LGBT+, dans les différentes œuvres et dans la pop culture est souvent discutée, y compris sur cette chaîne, pour ce qui est des influenceurs, le sujet n'est pas complètement tu, mais il est beaucoup moins présent. L'objectif de cette vidéo ne sera pas de remettre en question la légitimité ou non d'un influenceur à faire son coming out. Ça serait complètement déplacé, mais plutôt de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre et surtout leurs implications. Je vais alors uniquement me concentrer sur les youtubeurs ayant fait leur coming out publiquement, hormis une exception, à savoir Squeezie, sur qui on reviendra un peu plus tard, vous verrez. N'étant pas concerné directement par le sujet, puisque je n'ai jamais fait de coming out sur YouTube, j'ai également pris soin de me renseigner auprès de créateurs et de créatrices de contenu qui l'ont vécu pour avoir leurs différents ressentis à ce propos. Et aussi, comme d'habitude, on se concentrera principalement sur les influenceurs français et surtout sur les youtubeurs et youtubeuses. Et je sais que pour certains c'est un peu un non-sujet. Bon voilà, la sexualité des influenceurs ça m'intéresse pas, je vous vois déjà venir mettre votre petit commentaire à ce sujet et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour moi ça sera un non-sujet, ça sera un sujet inintéressant et qui aura aucun intérêt au moment où les influenceurs LGBT+ seront considérés et seront traités exactement de la même manière que les influenceurs hétérosexuels. Or aujourd'hui, et on va le voir tout au long de la vidéo, c'est pas le cas en fait. Les influenceurs qui font leur coming out continuent d'être discriminés en raison de leur coming out, même si c'est par une part de personnes de plus en plus faibles, ça existe toujours cette discrimination, et tant que cette discrimination existe toujours, et tant qu'il y aura toujours cette différence qui sera faite par les gens, et oui, ça sera digne d'intérêt et à mon avis, il faudra se pencher dessus et il faudra même encourager les influenceurs qui font leur coming out bien plus que les influenceurs qui annoncent simplement être en couple. Maintenant que ce disclaimer un peu long, j'en conviens, mais nécessaire est fait, passons au vif du sujet. Au final, assez peu de créateurs de contenu se revendiquent de la communauté LGBT+. Je vous ai demandé sur Instagram des noms de personnes ayant fait publiquement leur coming out et les mêmes pseudos sont revenus, le plus souvent des pseudos que je connaissais déjà. Dans les grandes têtes d'affiche, les youtubeurs à plus de 2 millions d'abonnés, leur nombre est proche de 0. Soit les personnes de la communauté ont peur de s'exposer en public et donc ont moins tendance à se lancer sur YouTube, soit le fait d'être ouvertement LGBT+, empêche de gravir tous les échelons du YouTube game, contrairement à une personne hétéro, soit de nombreux influenceurs le sont, mais ne le disent pas. Je m'appuie pour cela sur des études qui affirment qu'entre 5 et 7% de la population française se revendiquent appartenant à cette communauté, ce qui semble à vue d'œil être beaucoup moins pour ce qui est des grosses têtes d'affiche de YouTube. Pourtant, de plus en plus de créateurs de contenu affirment leur orientation sexuelle. J'ai relevé en vrac Newtiteuf, Bilal Hassani, Ezil, Durandal, Antonin, Sparkdice, mais aussi Louis Cazenave ou encore Félix Félicis. Et on observe différentes approches pour l'annoncer. Certains, comme Newtiteuf, Antonin ou encore Louis Cazenave, y dédient une vidéo pour s'ouvrir directement à leur communauté. D'autres profitent d'une vidéo sur un autre sujet pour aborder la question, comme Ezil qui raconte comment elle a rencontré sa copine, mais aussi son parcours psychologique à ce sujet, ou encore Félix Félicis qui l'annonce simplement en ouverture d'une vidéo à propos des couples LGBT fantasmés dans Harry Potter. Enfin, certains décident de ne pas y consacrer de vidéos ou de passages entiers, comme c'est le cas de Durandal, qui, au fil des vidéos, fait des remarques sur son homosexualité, sans pour autant avoir pris le temps d'y consacrer plus de temps que ça. C'est une manière de normaliser la chose. Il y a donc différentes façons de l'annoncer, et globalement, sans faire mon Edouard Baer, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais coming out sur YouTube. C'est une démarche personnelle, et je pense qu'il faut accepter la manière dont la personne l'annonce ou pas. Il faut garder en tête que ce n'est pas un choix facile. Faire son coming out sur YouTube, c'est perdre le contrôle sur cette information qui a été soigneusement gardée parfois. Louis Cazenave l'explique dans sa vidéo sur le sujet, où il admet ne pas en avoir parlé à d'autres gens avant.
par sa sœur. Faire son coming out à sa communauté, c'est aussi le faire à ses amis, à sa famille, c'est plus ou moins proche. D'ailleurs, j'aimerais un peu revenir sur le coming out de NewkyTuff. Il faut se rendre compte qu'il a fait son coming out en 2017 et ça a été un des premiers à le faire. Je pense en France à ce niveau, je veux dire, de popularité. Il a fait partie de ceux qui ont eu le plus de retours négatifs. De ce que j'ai vu en commentaire ou même dans la barre de pouce bleu, pouce rouge, il y a eu beaucoup de réactions négatives. Je crois qu'il a subi un harcèlement suite à ça et même peut-être qu'il continue à en subir un. Et c'est terrible. Cependant, déjà, je pense qu'il a permis à beaucoup d'autres influenceurs ensuite de prendre la parole sur le sujet parce qu'il a entre guillemets ouvert la porte à cette possibilité-là de faire une vidéo sur son coming out. Voilà. Et deuxièmement, je vois un point positif dans les commentaires. Allez voir dans l'espace commentaire de sa vidéo, il y a des commentaires assez touchants de gens qui s'excusent. Il y a une personne qui dit désolé, je t'ai insulté, entre-temps j'ai compris que j'étais bi. Je pense qu'on peut identifier un début au moins de changement des mentalités, notamment dans cet espace commentaire. Et donc je pense qu'il est la preuve même que voilà, le coming out d'un influenceur peut avoir des répercussions au-delà de lui et de sa personne et de sa sexualité. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Pour autant, il convient de dire que dans la majorité de ce que j'ai pu observer, les coming out sont bien reçus par la communauté. Les messages de soutien et d'amour semblent largement compenser la haine qui est propagée malgré tout et qu'il convient de ne pas oublier. Cependant, cela ne se fait pas forcément sans conséquence pour les créateurs. Une vidéaste m'a affirmé avoir perdu près de 2000 abonnés après sa vidéo annonçant son homosexualité, ce qui est énorme quand on le met en perspective. Et si le coming out d'un créateur de contenu est une démarche personnelle et se doit de le rester, son impact par contre est collectif. Alors oui, pour l'immense majorité des gens, le coming out d'un youtubeur n'a aucune importance, voire même aucun intérêt. Que ce soit parce qu'il s'agit de viewers qui ne s'intéressent pas de manière générale à la vie privée des influenceurs, ou alors parce qu'il s'agit de personnes non LGBT qui ne voient pas l'intérêt d'y consacrer un contenu. Cette vision se défend totalement, mais je pense que dans la situation présente, il faut être capable de se dépasser et de comprendre que ça peut être important pour beaucoup. Déjà, pour l'influenceur, comme je l'ai dit plus tôt, particulièrement s'il a l'habitude de partager sa vie privée, ça le force à mentir et en cacher une grande partie. Mais surtout pour l'audience LGBT+, ou en questionnement. Aujourd'hui, les influenceurs sont des modèles pour les plus jeunes, voire même pour les plus vieux. On peut débattre de leur légitimité à l'être, cependant, quoi qu'il arrive, le constat reste le même. C'est important, car des influenceurs qui font leur coming out vont permettre à énormément de jeunes de se sentir légitimes dans leur orientation sexuelle et de plus s'ouvrir à ce sujet. Un refoulement étant probablement la pire option pour ces questions. Connaître au moins un ou deux influenceurs que l'on suit, avoir une orientation sexuelle similaire, c'est pouvoir se sentir représenté et s'accepter plus facilement. Évidemment que les influenceurs LGBT ne vont pas rendre gays les enfants, mais au contraire, ils vont à mon avis les aider à mieux s'accepter. D'ailleurs, les personnes de la communauté LGBT+, ont 2 fois plus de chances d'avoir des problèmes de santé mentale, même à l'âge adulte, par rapport aux autres personnes, selon une étude de l'Alliance nationale sur la santé mentale aux États-Unis. Une psychiatre explique cela par la sensation d'être différent, ou même de ne pas être accepté justement. Elle préconise alors l'ouverture du dialogue autour de ces problématiques. Avoir un influenceur qui raconte comment il a annoncé à sa famille son coming out, comment il a fait face aux réactions, et quel a été son parcours jusqu'à là, c'est une main tendue pour toute une partie de son public qui en a peut-être besoin à ce moment précis. Même simplement dire qu'il est LGBT peut sortir de l'impression de solitude de certains qui n'auraient pas d'autres points de repère en dehors de ces figures qui n'existent que par internet certes, mais qui existent malgré tout. Bon, en tout cas tout ça c'est assez convenu, mais personnellement si j'ai décidé de me pencher sur le sujet, c'est pour une autre raison qui me frappe. Pour reprendre la vidéo de Louis Cazenave, il expliquait avoir directement envoyé la vidéo de son coming out à ses parents pour l'annoncer. Et Ezil expliquait aussi avoir dans un premier temps tourné une vidéo où elle répondait à une question sur le sujet avant finalement de se rétracter. Pour moi, cela montre qu'aujourd'hui, Internet est devenu le lieu d'expression privilégié de toute une génération. Un article de Psychology Today relaye également une étude qui montre que nous avons beaucoup plus tendance à nous confier en ligne, notamment auprès d'inconnus que nous venons de rencontrer, plutôt que dans la vraie vie. Pour ce qui est des relations proches, pour le coup, c'est plutôt l'inverse. On se confie beaucoup plus en face à la personne. Bref, ce que je veux questionner par là, c'est comment Internet, l'endroit où nos parents nous demandaient de ne divulguer aucune information, et plus encore de ne jamais adresser la parole à un inconnu, est devenu l'inverse complet pour toute une génération. Je vois tous les jours passer des tweets en panique d'utilisateurs dont les proches ou les collègues viennent de découvrir le compte Twitter. On est une génération qui a grandi avec Ask, où on répondait publiquement à des questions venant, et c'était le concept, de parfaits inconnus. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, parce qu'avec la génération MSN, la Gen Z est la première à avoir véritablement grandi avec Internet en libre accès. L'adolescence est une période où l'on se sent incompris par ses proches, et les réseaux sociaux ont constitué un refuge parfait pour cela. Aussi, et c'est une part importante dans le fait que les influenceurs ont de plus en plus tendance à faire leur coming out en ligne,
Internet donne l'impression de contrôle. On peut écrire sa vidéo, la retourner si nécessaire, la monter, la modifier, en faire une seconde pour répondre aux questions ou aux précisions. Tous ces éléments qui ne sont pas forcément aussi accessibles dans la vraie vie, où le regard est direct, où on peut se sentir jugé, paniquer et dire l'inverse de ce que l'on pense. C'est appuyé par des études. Il y a une étude qui a été faite, qui a été commandée par Tinder, parce que Tinder fait pas des études il me semble, en tout cas qui a été commandée par Tinder, qui dit que 75% des jeunes de la génération Z ont fait leur coming out en ligne ou auprès de cercles privés avant de le faire à leurs proches. L'étude l'explique par plein de raisons, notamment celle de l'anonymat. Effectivement, si jamais vous avez un compte Twitter avec une pépé qui ne vous ressemble pas et qui vous permet de confortablement faire votre coming out sans avoir quasiment aucune répercussion derrière sur votre vie de tous les jours. Deuxièmement, il y a aussi la création des bulles de filtre qui nous insèrent directement dans des communautés au sein des réseaux sociaux qui nous ressemblent, et la communauté LGBT sur les réseaux sociaux est très importante et très, je dirais pas soudée, parce que évidemment, comme toutes les communautés, ils passent leur temps à s'engueuler entre eux, mais qui est en tout cas très proche. Il y a une communauté très forte. Tous les dimanches, ils lancent d'ailleurs un hashtag pour se mettre en avant et pour poster des photos. Ça incite forcément à faire son coming out de manière plus simple que dans la vraie vie, où encore une fois, peut-être que les personnes en question n'ont pas forcément de connaissances LGBT, ou seulement une ou deux, et donc c'est forcément plus difficile à appréhender que dans un cercle où tout le monde est un peu comme vous. Aussi, on a beaucoup parlé de la relation parasociale qui unit un viewer et un créateur de contenu, créant souvent une asymétrie assez déconcertante. Lorsque je vous croise, vous me connaissez 100 fois mieux que moi je ne vous connais. Mais une relation existe malgré tout entre les youtubeurs et leur audience. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il peut les considérer comme ses potes, ce qu'avance Lena Situation. Je pense qu'un vrai travail de recherche mérite d'être mené dans ce sens. Et il est clair qu'il ne s'agit pas de la même relation réciproque. Pour autant, la manière dont les influenceurs s'ouvrent à leur communauté, en particulier sur des sujets aussi importants que leur coming out, soulève la question du lien qui unit les deux entités dans ce sens. La communauté de ces youtubeurs apparaît donc comme un soutien qu'ils peuvent se permettre d'invoquer en cas de moments difficiles, d'épreuves ou de tournants de leur vie. S'il ne s'agit pour moi pas d'une amitié, ni même d'une vraie relation comme on l'entend traditionnellement, il est indéniable qu'un lien de confiance tacite existe entre un influenceur et son audience en ligne. Un lien qui, en cas de construction classique et saine, peut le pousser à s'ouvrir encore plus qu'auprès de ses proches dont il pourrait craindre la réaction. D'autant plus que, par le contenu que nous produisons et l'image que nous renvoyons, notre communauté est souvent plus ou moins proche de ce que nous sommes. Et ce, malgré le risque bien réel et tangible d'harcèlement ou d'insulte, ou même simplement de mépris qui pèse sur chaque influenceur déclarant son homosexualité par exemple. C'est pour ces raisons qu'Internet et leur chaîne YouTube apparaît comme un lieu d'expression privilégié pour des influenceurs qui pourraient se sentir marginalisés dans la vie réelle. D'ailleurs, celui qui a sûrement subi le plus de discrimination à ce sujet est très probablement Bilal Hassani. L'explication est alors assez simple, c'est que son coming out s'est étendu bien au-delà de sa communauté. C'est probablement un des points qui vient contredire un propos que j'ai souvent sur cette chaîne. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour moi c'est le point central de cette vidéo et de cette analyse, c'est le lien entre le youtubeur et sa communauté. Et je dis bien entre le youtubeur et sa communauté, et non pas entre la communauté et le youtubeur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup étudié le lien parasocial, qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi les influenceurs nous font acheter des produits, etc. Et on continuera à l'étudier, c'est vachement intéressant. Mais je trouve que les études et les thèses et tout ce que j'ai pu lire pour l'instant ne se place que très peu du point de vue de l'influenceur, parce que aussi c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus, parce que ce n'est pas la même relation. La relation que j'ai avec vous n'est pas la même relation que vous avez avec moi. Pour autant, cette relation existe. Moi, je sais que par exemple, je l'appréhende beaucoup par un profil type. J'ai fait un profil type de ma communauté, donc voilà, il existe un profil type. J'essaye aussi d'entretenir cette relation avec vous, comme je vous ai dit, je vous réponds tout le temps sur Instagram, sur Twitter, en commentaire, je vous lis quasiment tous, hormis quand vous êtes 1500 à commenter une vidéo, mais globalement je vous lis tous, j'essaye de vous répondre au maximum, parce que je trouve qu'il est important ce lien, parce que déjà il y a une asymétrie énorme entre vous et moi. Si en plus je continue à entretenir cette asymétrie en prenant une distance énorme avec vous, je trouverais ça un peu bizarre, et surtout que mes vidéos je les fais pour moi, mais je les fais aussi pour vous. Donc tout ça pour dire que il y a une vraie relation, et les coming out sont la preuve même qu'il y a une relation même de confiance, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se confessent à des centaines de milliers d'inconnus. On s'en rend pas bien compte, parce qu'encore une fois, on vit dedans, on est élevé dedans, ça nous paraît logique, c'est les codes des réseaux sociaux. Mais si on prend un peu de recul, s'il y a 30 ans on va dire ça à quelqu'un, c'est pour ça que les coming out soulignent quelque chose de très important selon moi, dans la relation entre le youtubeur et leur audience, au-delà même de toute l'importance que ça peut avoir pour une communauté LGBT+, qui est, comme je l'ai dit plein de fois, en quête de représentation et en quête de légitimité. J'ai fait un point d'honneur à souligner la facticité de la relation unissant un youtubeur et son audience. Et si je n'ai pas changé d'avis sur le
le sujet, l'accueil favorable à 95% des communautés des youtubeurs concernés peut être un point d'argument contraire à cette affirmation. J'en reviens donc à Bilal, dont l'exposition médiatique a été bien au-delà de la sphère de YouTube et des gens qui le suivent, entraînant les vagues de haine innommables qu'il a connues. Un autre exemple qui va dans ce sens est celui de Squeezie. Il n'a pas fait son coming out à proprement parler, mais en avril, il a sorti un clip intitulé Adieu les filles pour la Zizi Kaka mixtape de Chrono Music, Pandrez et Renard. Si le titre est une référence assez nette et claire au morceau du même nom d'Orelsan, son artiste préféré, les paroles ont créé une ambiguïté sur un potentiel coming out bisexuel. Et je vous préviens, je vais pas essayer de théoriser sur sa sexualité, c'est ni mon rôle ni mon objectif. Par contre, on remarque des réactions très fortes et opposées sur Twitter. Une partie de la communauté LGBT s'est empressée de se féliciter de cette nouvelle, considérant Squeezie comme bi. Ce qui montre encore une fois très bien ce besoin et cette volonté de représentation. Je pense à un tweet qui disait être tellement heureux que son idole partage la même sexualité que lui, et que ça le faisait se sentir légitime. De l'autre côté, beaucoup de gens soulevaient des doutes sur la véracité de ce supposé coming out, voire moquaient le youtubeur à ce sujet. En effet, pour moi, Squeezie a atteint un tel niveau de popularité qu'il n'entretient pas le même lien que les créateurs de contenu précédemment cités avec sa communauté. Son audience est tellement large qu'elle ne peut plus lui ressembler, et ce qui explique que son coming out soit plus difficilement accepté par certains. On l'a donc vu, si les youtubeurs font leur coming out, c'est avant tout pour eux-mêmes, pour se sentir mieux, plus libre. Mais c'est aussi pour toute une communauté, en quête de représentation ces dernières années, pour se sentir plus légitime et accepter plus facilement qui ils sont. Enfin, c'est aussi car YouTube et les réseaux sociaux de manière générale représentent désormais un moyen d'expression privilégié pour une nouvelle génération qui a créé un lien très particulier qu'il faudra étudier et approfondir dans les prochaines années. Alors, peut-être que la sexualité d'un youtubeur n'a que peu d'importance pour vous, c'est d'ailleurs mon cas, et grand bien nous fasse. Mais selon moi, il est primordial de comprendre que cela s'inscrit dans un système plus large de relations et de liens entre les individus.